Bonjour, Véronique Declercq, nutrithérapeute. Bienvenue dans cette séquence de 2 vidéos où je vais vous parler de comment on peut renforcer le système immunitaire de nos enfants par l'alimentation et les compléments alimentaires. Donc cette première vidéo ici, elle est consacrée à l'alimentation. Je vais passer en revue avec vous quelques-uns des éléments clés à mettre en place au niveau de l'alimentation pour que justement l'alimentation puisse avoir ce rôle de soutien du bon fonctionnement du corps et de l'immunité en particulier, et pas justement être une sorte de bâton dans les roues et empêcher cette défense, cette première ligne de défense du corps. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci, et je vous parlerai des compléments alimentaires, de leur rôle ou de leur utilité ou non dans la prochaine vidéo. Donc ici, place à l'alimentation. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire à ce sujet, c'est que ce qu'on mange, et donc ce que l'enfant va manger, va avoir un impact énorme sur le fonctionnement du système immunitaire. Donc on a vraiment un impact qui est très important, c'est un élément qui est incontournable. Dès qu'on parle d'immunité, il faut penser à l'alimentation. Parce qu'on peut avoir un double impact. On peut vraiment avoir l'alimentation avec un impact positif, c'est-à-dire source de toutes les bonnes choses dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Je vais parler des nutriments impliqués dans le système immunitaire, dans la multiplication des globules blancs qui sont vraiment nos petits soldats. Mais on peut aussi avoir l'alimentation avec son impact négatif sur le système immunitaire. Je vous le disais, vraiment avoir cette alimentation qui vient mettre des bâtons dans les roues au bon fonctionnement du corps. Et c'est justement avec cet élément-là que je voudrais commencer, parce que ce sont les enfants quelque part qui vont être le plus concernés ou le plus exposés à cet impact négatif de l'alimentation sur le système immunitaire. Et j'ai nommé ici tout ce qui est sucre. Alors on parle souvent du sucre, mais aussi dans le soutien de l'immunité, le sucre et immunité, justement, ça ne fait pas bon ménage. Quand on mange quelque chose de sucré, le sucre va avoir un effet de bâillonner les globules blancs. Donc, quelque part, le fait de manger quelque chose de sucré, un repas sucré, va mettre en pause le système immunitaire. Et c'est à tel point que l'impact justement de la consommation d'un repas ou d'aliments sucrés va mettre en pause le système immunitaire pendant 1 à 4 heures qui suit le moment où on a mangé ce repas sucré. Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement les enfants qui sont visés ici-dedans? Parce que si on regarde un peu leur journée type, on voit qu'en fait ils peuvent passer toute la journée à finalement mettre en pause le système immunitaire. Un petit exemple ici, on commence la journée avec un petit déjeuner sucré, c'est parti pour le système immunitaire en berne pendant quelques temps. Et puis, hop, il y a le relais avec la collation du matin qui souvent est sucrée. Et puis, il y a encore une fois le relais avec le repas du midi qui, s'il est composé de sandwich avec une garniture sucrée ou même une garniture salée, mais des proportions qui ne sont pas les bonnes, manque de légumes, trop de féculents par rapport aux protéines par exemple, on va avoir ce même effet finalement d'apport ou de présence de sucre dans le sang, et donc de nouveau cet effet de mise en pause du système immunitaire. Et puis encore une fois le relais qui est pris par la collation de l'après-midi qui est sucré également, et on voit qu'au final, pendant la période la plus critique entre guillemets, c'est-à-dire à l'école où forcément il y a plus de risque de choper quelque chose, pendant toute cette période-là, l'enfant il a mis son système immunitaire à la sieste entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter ce genre de schéma-là? C'est qu'il faut revoir vraiment la structure, la composition des différents repas. Alors ça commence par le petit déjeuner forcément, où vous l'aurez deviné, on va essayer d'éviter un petit déjeuner sucré. En fait, la composante principale du petit déjeuner, ça devrait être des protéines, alors qu'elles soient animales ou végétales, plutôt salées, mais il y a aussi certaines possibilités de sucré. Ça doit vraiment être la composante principale. Donc on part d'un petit déjeuner construit autour des protéines.
Ça, c'est le point de départ. Alors, si vous avez besoin vraiment d'idées, de composition, ok, mais comment est-ce que je fais finalement si on ne peut plus prendre le bol de céréales sucrées du commerce, il y a plein d'alternatives, il y a plein de chouettes alternatives. Et pour ça, je vous renvoie vers une séquence que j'ai composée. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous recevez tous les jours pendant une semaine des idées de petits déjeuners bien équilibrés, sains, spéciales pour les enfants. Alors, j'ai plein de ressources comme ça que je vais vous partager dans cette vidéo pour illustrer justement les différents repas. Vous avez les liens justement pour retrouver tout ça, soit dans l'email que vous avez reçu avec le lien vers la vidéo, soit dans le descriptif de la vidéo ici. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça pour justement des idées concrètes de comment bien composer le petit déjeuner. Alors, après le petit déjeuner, donc on va éviter d'être trop sucré, on va s'intéresser à la collation du matin. Alors, la première chose, c'est que au niveau nutritionnel strict, je vais dire, cette collation du matin, en fait, elle n'est pas nécessaire. Donc, une bonne chose, c'est peut-être déjà d'en discuter avec votre enfant et de dire, écoute, si tu n'as pas faim, ne mange pas. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Sinon, on peut la laisser tomber. Si oui, alors on va essayer de bien la composer. C'est-à-dire, à nouveau, d'éviter tout ce qui est sucré. Quelques exemples de collation, ça pourrait être quelques oléagineux, donc tout ce qui est noix, par exemple, noix, noisettes, amandes. Ça pourrait être quelques crudités. Ça pourrait aussi être un demi-œuf dur, un petit morceau de fromage par exemple, où là on serait sur un apport de protéines qui servirait de complément d'un petit déjeuner qui serait peut-être soit absent, soit qui ne serait pas suffisamment copieux, et alors on peut utiliser cette collation comme complément du petit déjeuner. Alors vient ensuite le repas du midi, et le repas du midi, en fait, les besoins du corps à ce moment-là, c'est un repas complet. Alors, complet ne veut pas nécessairement dire chaud. Complet veut dire la présence de certains types d'aliments dans les bonnes proportions. C'est ça qui est vraiment fondamental. C'est pour ça que dans l'exemple que je vous donnais en début de vidéo, juste un repas tartine avec une petite garniture, ça risque d'être un peu trop court en termes d'apport des bonnes choses et de nouveau cet impact au niveau du sucre. Alors pourquoi est-ce que j'associe les tartines avec le sucre? C'est parce que les féculents, et surtout s'ils sont très retravaillés, s'ils sont blancs, vont, une fois qu'on les aura ingérés, une fois qu'on les aura mangés, vont se transformer tellement vite en sucre qu'en fait, au niveau de la glycémie, donc au niveau du taux de sucre dans le sang, c'est quasi la même chose que si on avait mangé du sucre en tant que tel. Donc, il faut quand même se méfier des aliments, même qui ne sont pas sucrés au goût, parce que, en particulier avec des féculents très retravaillés et blancs, on peut avoir le même effet que le sucre. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on recherche pour le repas du midi? Les bonnes proportions et les bons aliments, c'est la moitié du repas, la moitié de l'assiette qui devrait être composée de légumes et l'autre moitié qui doit être divisée de façon à peu près équivalente entre les protéines d'une part, et les féculents. Alors, dans les protéines, pour les enfants, et je parle bien ici pour les enfants, on va être la plupart du temps sur des protéines d'origine animale. Donc, la viande, le poisson, les crustacés, les œufs par exemple, la volaille. Donc, ça c'est, les protéines types qu'on va pouvoir donner au repas du midi. Alors, il y a un autre élément aussi qui est important dans cette composition du repas du midi, c'est un apport d'une bonne graisse. Et les graisses aussi sont importantes dans le système immunitaire parce qu'on peut soit contribuer à son bon fonctionnement avec typiquement une huile d'olive, une huile de colza ou des aliments gras tels que des petits poissons gras, sardines, maquereaux qui apportent les bonnes graisses. Et on va par contre éviter tout ce qui est graisse saturée ou graisse trans qui, elles, vont avoir un effet négatif sur l'immunité. Alors, où est-ce qu'on retrouve ces graisses-là? On va éviter tout ce qui est friture, tout ce qui est charcuterie grasse. C'est aussi ce qu'on va retrouver dans
dans des viennoiseries, les graisses cuites ou les aliments très, très transformés. Donc là, on a vraiment cette image complète pour le repas du midi. Donc à nouveau, si vous avez besoin d'inspiration, d'idées concrètes de ok, mais voilà, comment je fais, qu'est-ce que je peux mettre dans cette lunchbox, je vous renvoie à une semaine d'inspiration lunchbox pour les enfants. Même principe que le petit déjeuner, vous recevez tous les jours une idée de lunchbox pour les enfants. Ou j'ai également composé un e-book avec plus de 50 photos de lunchbox pour les enfants, avec tous les descriptifs de voilà, qu'est-ce que vous devez y mettre, qu'est-ce que vous y retrouvez. Et là-dedans, vous avez de tout. Vous avez des wraps, des tartines, des salades, des repas typiques, je veux dire chauds, mais qu'on peut manger froid. Donc il y a vraiment plein de choses, plein d'idées pour que ça devienne plus concret pour vous. Et donc à nouveau, les liens, vous les trouverez dans le mail ou au bas de cette vidéo. Alors, repas suivant, c'est la collation de l'après-midi. Et là, on est sur quelque part le seul repas qui peut être sucré dans la journée. Et encore, quand je parle de sucre, évidemment, je vais évoquer les bons sucres. Alors, évidemment, il s'agit des fruits. Donc, la collation de l'après-midi, elle est nécessaire, contrairement à celle du matin. Donc, celle-là, il faut la donner. Et elle doit être composée de fruits, idéalement. Et donc, dans les fruits, on va essayer de consommer des fruits bio dont on peut consommer la peau, parce que c'est là qu'on a le plus d'antioxydants, ces petits boucliers de nos cellules, ces protecteurs de nos cellules. Et on va les accompagner de nouveau d'oléagineux, de tout ce qui est noix, noisettes, amandes, etc. Parce que ça va nous rendre le goûter complet aussi et ça va limiter l'impact du sucre dans le sang. On peut y rajouter aussi d'autres choses. On peut rajouter un petit morceau de chocolat noir, par exemple, de préférence 70% de cacao. On peut y rajouter aussi un petit biscuit, par exemple. Donc, c'est le moment où le petit sucré, c'est le meilleur moment de la journée, je veux dire, pour les consommer. Mais de nouveau, on va éviter de consommer le petit biscuit, la gaufre, etc. tout seul. Accompagnez-les systématiquement des fruits, des oléagineux, parce que comme ça, on est de nouveau sur un goûter complet, quelque chose qui va contribuer au bon fonctionnement du corps, plutôt que d'aller à contre-courant de ce que le corps essaye de faire. Alors enfin, on arrive au repas du soir. Et pour le repas du soir, je vais dire en théorie, le repas du soir va être un repas qui est plus léger et à tendance végétarienne. Donc surtout des légumes, également des féculents, mais les protéines et surtout les protéines animales, c'est en fait ce dont on a le moins besoin le soir. Alors, je dis en théorie parce que pour les enfants, on va utiliser ce repas du soir comme un élément pour compléter ce qui manquerait dans la journée. Les protéines sont très importantes. Les protéines vont être une source de glutamine. Alors la glutamine, c'est ce qu'on va mettre en réserve dans le muscle et c'est ce qui constitue le fuel des globules blancs. Donc les globules blancs se nourrissent à la glutamine. Donc les protéines sont importantes. Il en faut la bonne quantité. De nouveau, ni trop ni trop peu. Donc vouloir mettre plein de protéines animales et le matin et le midi et encore le soir, ça risque d'être trop parce que du coup, ça va être au détriment d'autres choses. Les légumes, par exemple, qui sont tout aussi importants. Donc, si on a bien su composer le matin, le midi, le repas du soir, lui, sera végétarien. Si pour une raison ou une autre, on a manqué de protéines pendant la journée, eh bien, autant utiliser le repas du soir pour compléter ces apports. Alors, il y a parfois des nuances à apporter, surtout si le sommeil est mauvais, etc. Mais je vais dire, en général, sauf exception, on peut utiliser le repas du soir pour compléter éventuellement ce qui n'aurait pas bien fonctionné pendant la journée. Mais idéalement, donc ce repas est plutôt à tendance végétarienne. Donc ça, c'est vraiment pour cette structure des différents repas pendant la journée. Au niveau des boissons, on va évidemment aussi éviter tout ce qui est boissons sucrées parce que là, l'impact du sucre est tout aussi négatif, voire encore plus négatif qu'à travers l'alimentation solide parce que le sucre sous forme liquide a tendance à passer encore plus vite dans le sang et donc avoir encore plus rapidement cet effet sur le système immunitaire.
Alors, il y a autre chose que je voudrais aborder avec vous dans le rôle de l'alimentation sur le système immunitaire. C'est certains micronutriments qui sont particulièrement importants dans le fonctionnement du système immunitaire. Alors, c'est toujours un petit peu réducteur d'aller en sortir l'un ou l'autre parce que dans le corps, tout est lié et de manière générale, tout fonctionne ensemble. Mais il y en a quand même certains qui sont particulièrement impliqués dans l'immunité et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler. Alors, le premier dont je veux vous parler, c'est le zinc, un minéral qui est particulièrement important. C'est celui qu'on évoque le plus dès qu'on parle de multiplication cellulaire. Or, quand le système immunitaire est sollicité, on va multiplier les globules blancs, on va en fabriquer plus. Et qui dit multiplication de cellules dit besoin en zinc. Alors, les sources alimentaires du zinc, c'est principalement les sources animales, parce que le zinc qui provient donc des sources animales, c'est le zinc que le corps peut le mieux utiliser. Donc là, on va veiller justement à apporter la viande blanche, rouge, de la volaille, des œufs, du poisson, des crustacés. Tout ça, ce sont des bonnes sources de zinc. Un autre nutriment clé dans l'immunité, c'est le fer. Alors le fer, un petit peu délicat parce qu'on en a besoin de la quantité juste. C'est ni trop ni trop peu pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Les sources de fer, à nouveau, ce sont des sources animales, mais là, c'est encore un peu plus réduit. Disons que le fer qui est vraiment bien absorbé, bien utilisé par notre corps, c'est le fer qui provient de la viande rouge et du boudin noir. Et enfin, le troisième élément ou le troisième micronutriment dont je vous parle ici pour le système immunitaire, c'est la vitamine C. La vitamine C, très importante dans l'immunité, facile à avoir dans l'alimentation, à condition de consommer suffisamment de fruits et de légumes frais et crus de préférence. Parce que la vitamine C, elle est sensible à la chaleur, donc si on va cuire les aliments, on aura très vite perdu une grande partie de la vitamine C. Alors, petite erreur à éviter aussi quand on pense vitamine C, c'est oui, un verre de jus d'orange pressé. Oui, c'est une bonne source de vitamine C, mais d'autre part, au niveau du sucre, de l'apport de sucre, donc cet impact sur la glycémie, le jus d'orange n'est pas une bonne solution. En ce qui concerne les fruits, c'est toujours le fruit consommé entier, donc pas juste le jus qu'il faut recommander. Alors il y en a d'autres évidemment, il y a la vitamine A, il y a les vitamines B, il y a la vitamine D. Je vous en reparlerai aussi dans la prochaine vidéo quand je vous parlerai des compléments alimentaires. Alors, il y a encore un autre élément que je veux aborder ici dans l'immunité, c'est le rôle du microbiote. Alors, le microbiote, c'est notre flore intestinale, c'est vraiment cette colonie de bactéries au niveau de nos intestins qui joue un rôle fondamental. Il faut vraiment qu'on soigne notre microbiote. C'est lui qui va être responsable de comment on va absorber les aliments que l'on met dans son assiette finalement. Donc moi, je vous donne plein de conseils pour mettre les bonnes choses dans l'assiette. Encore faut-il évidemment que le corps l'absorbe comme il faut. Et là, le microbiote joue un rôle fondamental. Par ailleurs, on estime que le microbiote est aussi le siège majeur de l'immunité. Donc on voit ici qu'on ne peut pas passer à côté d'un microbiote en bonne santé et ce qu'on peut faire concrètement à travers l'alimentation pour avoir un bon microbiote, c'est d'essayer d'avoir un maximum de variété possible, essentiellement au niveau des fruits, des légumes, des graines, des oléagineux, des céréales complètes ou semi-complètes. Au plus on a de variété et qu'on apporte ces bons aliments, au plus on va stimuler les bonnes bactéries aussi. Et la santé du microbiote, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est avoir beaucoup de bonnes bactéries, peu de mauvaises et surtout avoir une grande diversité de bactéries dans notre microbiote. Donc ici, le message, c'est un message pour de la variété et surtout au niveau des végétaux, fruits et légumes en tête. Un maximum de variété, c'est ce qui peut vraiment soutenir ou contribuer à un microbiote en équilibre.
La dernière chose dont je veux vous parler dans cette vidéo au sujet de l'alimentation, c'est d'opter pour une alimentation de qualité. Et ici, pour les enfants en particulier, je recommande le bio. Alors le bio, qu'il ait le label bio ou voilà, que ce soit du bio sans label, mais l'idée c'est de se dire je veux apporter des aliments riches au niveau nutritionnel, mais sans trop de polluants ou autres toxines. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on devine ces polluants, ces toxines, ils n'apportent rien de bon, mais surtout ils vont solliciter le corps au niveau de l'énergie, au niveau des ressources, pour déjà s'en préserver. Or, dans le cas d'un soutien à l'immunité, on veut vraiment essayer que le corps puisse consacrer toutes ses ressources à des défenses contre des virus, des bactéries. Et si on peut préserver justement déjà en évitant un apport supplémentaire de toxines par ailleurs, eh bien on le fait évidemment. Et donc c'est pour ça qu'au niveau qualité de l'alimentation, on a vraiment un rôle à jouer. Alors je dis le bio ici, mais c'est beaucoup plus large évidemment. C'est des aliments non transformés, bruts de préférence. C'est des aliments de saison de préférence aussi. C'est du frais ou du congelé. En ce qui concerne les fruits et légumes, on a quasi tous les nutriments qui sont préservés quand on a des fruits et des légumes congelés. Donc ça, c'est aussi une bonne alternative. Et surtout, éviter un maximum tout ce qui est alimentation industrielle et très transformée. Donc là, voilà, on n'est pas sur les bons apports. Donc voilà pour cette première vidéo sur l'impact de l'alimentation sur l'immunité et ce que vous pouvez y faire. Et vous aurez la suite justement avec tout ce qui est complément alimentaire dans la prochaine vidéo. À tout de suite!